Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore vous parler des films de l'univers Conjuring. Et je vais surtout faire le parallèle entre fiction et réalité. Puisque oui, au début de plusieurs films, on nous fait comprendre que c'est d'après une histoire vraie. Surtout pour les films où il y a Conjuring dans le titre. Mais le problème, c'est que moi, quand je vois un film où c'est écrit d'après une histoire vraie, eh bien je me dis que c'est sûr que c'est faux. Du coup on va voir si c'est le cas pour le Conjuring Universe, qui pour information compte 8 films au moment où je fais cette vidéo. Bon, on va commencer par le premier film sorti au cinéma, et c'est bien évidemment Conjuring, les dossiers Warren. Alors il faut savoir que la principale intrigue du film s'inspire d'une histoire vraie, puisque la famille Perron a réellement existé, et ils sont bien 7. Donc on a le couple et leurs 5 filles. Ensuite, en janvier 1971, la famille a réellement emménagé dans une très grande maison à Harrisville. Mais une fois là-bas, ils disent avoir été persécutés par des esprits plus ou moins mauvais. Par exemple, on pouvait apercevoir des silhouettes étranges, des objets bouger. Il y avait aussi des bruits inexpliqués ou des odeurs bizarres. Sinon, au bout d'un moment, la mère Caroline a mené l'enquête et elle a découvert que la maison a eu un passé tristement mouvementé et que sur ces terres, une certaine Bathsheba aurait sacrifié son enfant en offrande. C'était une sorte de pacte avec le diable, un truc comme ça. Donc tout ça est assez inquiétant. D'ailleurs, ce serait elle, Bathsheba, le principal mauvais esprit de la maison. Du coup, c'est elle le principal problème. Donc jusque-là, tout ce que j'ai dit se retrouve à peu près dans le film The Conjuring. Cependant, pas mal de choses vont à l'encontre de l'histoire vraie. Déjà pour commencer, dans la réalité, l'esprit de Bathsheba avait moins d'influence, puisque tous les fantômes présents dans la maison n'étaient pas des victimes de Bathsheba. Autre gros changement, là vous le voyez venir, c'est le rôle des Warren. Puisque oui, en vrai, ils n'ont pas beaucoup aidé la famille Perron. C'est vrai qu'ils ont inspecté quelquefois leur grande maison, mais ça s'arrête là. Le pire, c'est qu'ils auraient fait une petite bourde, puisque durant une séance, ils auraient, sans le vouloir, mis en danger Caroline, puisqu'elle aurait été brièvement possédée et elle aurait été blessée. D'ailleurs, en parlant de ça, en vrai, Caroline aurait été possédée en tout pendant quelques minutes, alors que dans le film, c'est différent, puisque de 1, ça dure bien plus longtemps, et de 2, cette possession était une ruse de Bathsheba. Du coup, au départ, c'était caché, alors que dans la réalité, tout était à la vue de tout le monde directement. Sinon, pour en revenir aux Warren, eh bien, il faut savoir que dans la réalité, les Perron n'étaient pas aussi proches d'eux. Et ça s'explique en bonne partie par le fait que le couple démonologue était moins présent. Logique. Mais en plus, ils n'ont pas réglé l'histoire. D'ailleurs, personne ne l'a réglé. C'est juste qu'au bout d'un moment, on en a moins parlé. C'est tout. Et dernier gros changement, cette histoire de démons ou de fantômes a duré à peu près une dizaine d'années. Alors que dans le film, c'est quelques jours. Donc c'est pas pareil. Bref, le côté d'après une histoire vraie peut en prendre encore un sacré coup à cause d'autre chose. Et cette chose, c'est que les paroles des Warren, mais aussi celles de la famille Perron, ont été mises en doute. Par exemple, comme pour toutes leurs affaires, eh bien on accuse le couple Warren d'être des charlatans et de voir des démons partout pour qu'ils deviennent célèbres, écrivent des livres et se fassent de l'argent. Sinon pour les Perron,
on les accuse d'à peu près la même chose. Surtout Andrea, qui a écrit 3 livres à ce sujet et qui s'est plus manifesté en public. Après, on pense que les 5 filles de la famille Perron auraient menti pour une autre raison. Pour comprendre, dans les années 1970, l'ambiance familiale chez les Perron n'était pas parfaite, puisque le père était peu présent à cause de son travail, puisqu'il était routier et devait travailler beaucoup. Et en plus de ça, durant ces années, la mère était dépressive. Du coup, comme échappatoire, on pense que leurs 5 filles se seraient inventées des histoires. Après, pour être plus précis, dans les reproches qu'on leur fait, eh bien c'est qu'on remarque des contradictions d'une interview à l'autre ou d'un livre à l'autre. Mais surtout, certains de leurs dires ont été débunkés, puisque par exemple, l'histoire de la maison d'Harrisville n'était pas si mouvementée que ça. Ou encore, beaucoup de choses démontrent que Bathsheba n'avait rien d'une sorcière, ou du moins n'avait rien fait de mal. Autre chose, aucune image ou aucun enregistrement a été montré au public pour prouver le côté paranormal de cette affaire. Du coup, pour les sceptiques, ça n'aide pas à croire à l'histoire. Bref, pour résumer, pour les plus croyants, le premier Conjuring est moyennement constitué de faits réels. Et pour les plus sceptiques, là, tout est faux. Donc, c'est pas compliqué. Bon, maintenant, on arrive à Conjuring 2, le cas Enfield. Et est-ce qu'il est plus basé sur des faits réels que le premier film? Je suis moyennement optimiste. Bon, pour commencer, comme pour le premier film, la plupart des personnages ont réellement existé. Donc en vrai, on avait bien une Peggy Hodgson qui vivait avec ses 4 enfants, donc 2 filles et 2 garçons, à Enfield, dans une maison dans le nord de Londres. Puis à partir de fin août 1977, des phénomènes paranormaux vont commencer à se produire. Puisque des lits et des meubles bougeaient dans tous les sens, des objets pouvaient être projetés en l'air. On entendait souvent des bruits bizarres, par exemple comme des coups dans les murs. Et j'en passe. Du coup, au bout d'un moment, les Hodgson ont demandé de l'aide à leurs voisins, les Nottingham, qui sont aussi présents dans le film. Mais problème, les événements surnaturels suivent la famille et non seulement la maison. Du coup, le problème n'est pas réglé. Et les Hodgson vont quand même revenir vivre chez eux, puisque dans tous les cas, ça change rien. Bref, petit à petit, du monde a commencé à connaître l'existence de ces étranges événements, y compris la Society for Physical Research, the SPR. Et ce groupe va enquêter sur cette affaire en envoyant plusieurs de ses membres. On a principalement Maurice Grosse qui est touché par cette histoire, mais on a aussi par exemple Anita Gregory qui est plus sceptique face à cette histoire. Sinon, en plus des enquêteurs, plusieurs médias connus vont s'intéresser à cette affaire. Et tous vont plus particulièrement s'intéresser à Janet Hodgson, qui semble être la principale marionnette d'un mystérieux fantôme. Puisque oui, une entité bougeait par moments son corps, là projeté en l'air, ou par exemple utiliser son corps pour parler. No. Who's there? Dr. Goose Chase is here. Au bout d'un moment, on va découvrir que tout ça pourrait être l'œuvre du fantôme de Bill Wilkins, puisqu'il était mort dans la maison où vivaient les Hodgson. Il avait une fin pas super joyeuse, notamment parce qu'il avait perdu la vue. Sinon, j'avais oublié de dire aussi que dans le film, comme dans la réalité, eh bien le mal est un peu apparu à cause d'une planche Ouija ou de Ouija,
je ne sais plus comment le prononce. Bon, jusque-là, la fiction et la réalité semblent assez proches. Mais ça va changer. Déjà, la fin de l'histoire est très différente. Puisqu'en vrai, durant l'été 1978, Janet a été internée 2 mois en hôpital psychiatrique. Puis petit à petit, après tout ça, eh bien on a moins parlé de l'affaire. Et ça s'est arrêté comme ça. Du coup, encore une fois, personne n'a sauvé la situation. Et je profite de dire aussi que le soi-disant poltergeist d'Enfield aurait sévi pendant près d'1 an, contre quelques semaines dans le film. Ça, c'est encore un changement que l'on trouvait pour le premier film. Cela dit, c'est quand même un changement que je trouve logique, puisqu'en l'espace d'un film, c'est plus simple de raconter des événements qui durent quelques jours que 1 ou plusieurs années. Bref, pour continuer, avec les différences entre fiction et réalité, eh bien, il y en a une que vous voyez venir. Et oui, je n'ai pas encore parlé du couple Warren. Et c'est normal, puisqu'en vrai, ils sont venus qu'une journée chez la famille Hodgson pour être témoins des événements. Et ça s'arrête là. Du coup, dans cette affaire, ils ne sont que des personnages parmi tant d'autres. Ce ne sont pas du tout les grands sauveurs gentils et parfaits, comme on voit dans le film. Autre chose importante, bien évidemment, l'intervention du démon Valak ou d'une nonne flippante est une invention totale du film. Après, il faut quand même savoir que Valak ou Volak, eh bien, c'est le nom d'un démon qui provient de certaines croyances. Mais ça ne va pas plus loin. Donc là, on ne peut pas vraiment dire que le film rejoint le réel. Le pire, c'est que les différences ne s'arrêtent pas là, puisqu'à nouveau, beaucoup pensent que l'histoire du poltergeist d'Enfield a été totalement inventée. On accuse principalement Janet et Margaret de jouer la comédie et d'inventer des histoires. Et après, au vu de l'attention qu'on leur a portée, elles auraient été comme dépassées par les événements, ce qui explique leur persistance dans le mensonge. D'ailleurs, la raison semble être proche de celle des filles des Perron, puisqu'encore une fois, on parle d'un père absent et d'un environnement familial imparfait. Par contre, la différence, c'est que pour la famille Hodgson, on parle un peu plus de problèmes d'argent. Sinon, gros changement par rapport à la première affaire, c'est que là, on a enfin des images et des sons démontrant de l'existence de ce poltergeist. Mais le problème, c'est que ça fait aussi l'effet inverse, puisque les soi-disant preuves ont été beaucoup critiquées. Par exemple, la vidéo où Janet et Margaret sont interviewées laisse un peu penser que ce sont 2 gamines qui jouent à un jeu. Et du coup, ça ne ressemble pas trop à une persécution faite par un vilain fantôme. Sinon, certaines photos jugées comme paranormales n'ont en fait rien d'extraordinaire. Par exemple, quand on voit Janet dans les airs à côté du lit, eh bien on peut juste se dire qu'elle a sauté en l'air depuis le lit. Voilà, c'est tout. Bon, si vous voulez, il y a encore d'autres exemples comme ça. D'ailleurs, pour conclure, la Society for Physical Research est restée neutre sur cette affaire. Donc on n'affirme pas qu'il y a eu du paranormal, mais on n'affirme pas non plus l'inverse. J'en ai pas fini avec The Conjuring 2, puisqu'au début du film, on nous parle vite fait de l'affaire d'Amityville. Et cette affaire parle entre autres de Ronald DeFeo Jr. qui a tué toute sa famille. Et pour sa défense, il dira qu'une entité surnaturelle l'a poussé à le faire. Après ça, une famille, les Lutz, vont emménager brièvement dans la maison où il y a eu les meurtres. Et ils vont dire avoir été victimes de nombreux événements paranormaux. Ensuite, Ed et Lorraine Warren, comme de nombreux autres, vont enquêter sur cette mystérieuse affaire.
Et comme dans le film, ils vont se rendre une nouvelle fois dans la maison en 1976 pour faire une séance, mais cette fois-ci filmée. Bon, jusque-là, on jongle bien entre fiction et réalité. Mais dans le film, on trouve quand même une grosse différence avec la réelle histoire d'Amityville. Puisque oui, en vrai, lors de la séance, Lorraine ne va pas voir des visions de Valak, ni de Ed se faisant tuer. Bref, pour conclure globalement avec le deuxième Conjuring, eh bien si vous faites confiance aux témoignages paranormaux, vous pouvez vous dire qu'au moins la moitié du film est faux. Et si vous ne faites pas confiance aux Hodgson ou aux Warren, eh bien là, vous pouvez vous dire que toute l'histoire est fausse. Bon, maintenant, on est encore sur du lourd, puisqu'on passe à la fameuse poupée Annabelle. Et là, ça ne va pas être plus rapide que les histoires précédentes, puisque cette saleté de poupée est présente dans 4 films. Bon, cette fois-ci, on va commencer par les différences entre réalité et fiction. Et la chose qui me vient à l'esprit en premier, eh bien c'est l'apparence de la poupée. Puisque oui, dans le film, on a le droit à une poupée en porcelaine avec une tête flippante. That's the one, right? Mais dans la réalité, Annabelle, c'est une poupée de chiffon de type Ragdian. C'est d'ailleurs un modèle de poupée très répandu, ou du moins qui était très répandu. En tout cas, j'en ai vu dans plein de films. Bon, l'autre grosse différence, c'est que les intrigues principales des 3 films Annabelle sont totalement fictives. Par exemple, pour le film Annabelle Création, eh bien toutes les histoires de la famille Mullins ou des filles de l'orphelinat n'ont jamais existé. Ensuite, pour le film Annabelle, eh bien la famille Firm qui adopte la poupée ou bien la famille Higgins qui adopte la fille possédée, eh bien tous n'ont jamais existé. Et pour Annabelle, la maison du mal, eh bien la babysitter ou son ami qui perturbe sans le vouloir les démons n'existe pas non plus. Ah oui, j'allais oublier de dire que c'est pareil quand la poupée Annabelle rencontre Bathsheba dans Conjuring. Ça non plus, ça n'a aucun lien avec le réel. Bref, jusque-là, c'est simple à comprendre. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs parts de vrai qui sont éparpillées dans les 4 films où la poupée est présente. Pour commencer, il faut savoir que la toute fin du film Annabelle et surtout tout ce qui est dit dans l'introduction du film The Conjuring, eh bien c'est basé sur la réelle histoire de la poupée. Puisque oui, dans la réalité, une femme a acheté la fameuse poupée Ragdian pour sa fille Donna. Et il faut savoir que cette Donna est une jeune adulte. Elle vit avec sa colocataire NJ et elle voit régulièrement son petit ami qui s'appelle Lou. Du coup, ça va être 3 qui vont être les malheureuses victimes de la poupée démoniaque. Puisque oui, cette maudite poupée pouvait se déplacer d'elle-même, elle pouvait aussi bouger des objets. En plus de ça, elle écrivait aussi sur les murs ou sur des bouts de papier. Pour info, le plus souvent, c'était écrit Help me ou Miss me. Ensuite, il faut savoir que c'était bel et bien un démon qui manipulait la poupée. Et il se faisait passer pour le fantôme d'une petite fille nommée Annabelle Higgins. Bon, avec ces informations, vous voyez aussi qu'il n'y a pas que The Conjuring et Annabelle qui ont une part de vrai. Puisque par exemple, le nom Annabelle Higgins est aussi utilisé dans Annabelle Création. Tout comme l'histoire du démon qui se fait passer pour une petite fille. Et dans ce film, on retrouvait aussi certains événements paranormaux bien précis, comme les messages sur les bouts de papier, par exemple. Bref, pour en revenir à la vraie histoire,
eh bien on va apprendre que les Warren ont été mis au courant de l'existence de cette poupée inquiétante. Donc comme dans l'intro du premier Conjuring. Du coup, ensuite, ils vont exorciser la poupée, la ramener chez eux, la bénir, avant de l'enfermer dans une boîte en verre. Cette fameuse boîte sera placée dans la fameuse pièce où se trouvent tous les objets maudits et dangereux. Donc globalement, on retrouve ça dans les films Annabelle, La Maison du Mal, et aussi dans le premier Conjuring. Autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que le père Bradford va intervenir dans la réelle histoire. Et on retrouve un peu de cette personne en le père Pérez. Mais bon, là c'est quand même loin d'être un copier-coller. Tout ce que l'on peut dire, c'est que chacun ont été blessés au moins une fois à cause de la poupée. Mais ça ne va pas plus loin. Sinon, pour le coup, cette fois-ci, il n'y a pas trop de changements en ce qui concerne l'intervention des Warren. Ce qui fait que la fiction et réalité se rejoignent un peu et bien sur ce coup-là. Cela dit encore une fois, si on fait confiance aux Warren. D'ailleurs, le gros truc flou sur l'histoire de la vraie poupée Annabelle, eh bien c'est que tout repose sur les dires de Ed et Lorraine Warren. Puisque oui, on ne connaît pas l'identité des 3 personnes qui ont été persécutées par la poupée. Ils ne se sont jamais manifestés en public. Du coup, la raison, c'est est-ce qu'ils veulent rester anonymes? Est-ce qu'ils existent au moins? Ou y a-t-il encore une autre raison à ce mystère? Je ne sais pas. En plus, en dehors des Warren, je crois qu'aucun témoin ne s'est manifesté en public. Donc ce qui me perturbe avec cette histoire, c'est qu'il est très difficile de prouver quoi que ce soit, encore plus que les histoires précédentes. A l'inverse, c'est aussi plus difficile de débunker ou de critiquer quoi que ce soit. Bref, avec tout ça, on comprend que la réelle histoire de la poupée Annabelle est un mystère bien caché. Un peu trop quand même. Voilà, donc en conclusion, eh bien les intrigues principales des 3 films Annabelle sont fausses. Donc là c'est simple, il n'y a pas de doute. Par contre, si vous faites confiance aux Warren, eh bien cette histoire de poupée hantée a un fond de vrai dans les 4 films où elle est présente. Et si vous ne leur faites pas confiance, eh bien là tout est faux, c'est pas compliqué. Alors maintenant, il reste 3 autres films. Pour commencer, on a La Nonne. Et là, tout n'est qu'invention pour le cinéma. Vala que n'existe pas, tout comme les personnages gentils du film. Et pour finir, l'intrigue du film n'est inspirée de rien de vrai. Donc là, c'est simple et rapide. Merci, au revoir. Ah oui, j'avais oublié de dire que la petite séquence sur l'exorcisme de Maurice Thériault, eh bien, ce serait basé sur une histoire vraie. Enfin, si on y croit. Voilà, c'est tout. Ensuite, pour parler de la malédiction de la Llorona, eh bien là, je peux dire à peu près la même chose, puisque toute l'histoire est fictive. En fait, le film s'inspire de la légende de la Llorona qui vient d'Amérique latine. Et voilà, ça ne va pas plus loin. Merci, au revoir. Et maintenant, on arrive au 3e film, Conjuring, appelé sous l'emprise du diable. Et là, il y a à nouveau un mélange entre fiction et réalité. Pour parler de la réalité, un enfant nommé David Glatzel a été possédé par différentes entités. Ensuite, encore une fois, les Warren ont découvert et ont enquêté sur cette affaire. Et fort heureusement, ils ont aidé David en l'exorcisant. Mais le problème, c'est que le mal avait trompé tout le monde. Et il n'a pas disparu puisqu'il s'emparait d'Arnie Cheyenne Johnson, qui est le petit ami de la sœur de David, pour que vous voyez le lien. Bref, ensuite, Arnie Johnson a bien tué Alan Bono. Après ça, il a été arrêté
et le procès surnommé le fameux procès du diable va avoir lieu en 1981. D'ailleurs, pour la défense de l'accusé, eh bien on dira qu'il était possédé. Et ça, c'était une première pour l'histoire des États-Unis. Your Honor, my client pleads not guilty by reason of demonic possession. Cela dit, au final, au tribunal, la plupart des gens n'ont pas cru à cette histoire de démon. Ce qui fait qu'Arnie Johnson a été reconnu coupable. Mais il n'a fait que 5 ans de prison, donc il a quand même eu des circonstances atténuantes. Bref, pour que ce soit clair, toutes les choses dont j'ai parlé sont présentes, ou au moins sont dites, dans le 3e Conjuring. Par contre, maintenant, on va parler des différences. Et la première grosse différence, c'est que dans le 3e Conjuring, eh bien le principal méchant, c'est une sorcière ou occultiste appelée Ayla Kastner. Et c'est elle qui provoque tout le mal. Mais sans surprise, dans la réalité, cette Ayla Kastner n'existe pas. Au lieu de ça, en vrai, les Warren ont parlé de plusieurs démons. Une fois, on a même dit 44. Donc, ça fait beaucoup. Ensuite, concernant le meurtre d'Alan Bono, eh bien, dans le film, il n'y a aucun témoin. Mais dans la réalité, la petite amie d'Arnie ainsi que 2 autres filles étaient présentes. D'ailleurs, dans la réalité, juste avant le meurtre, il y a eu un conflit qui a éclaté entre Alan Bono et les 4 personnes qui l'entouraient. Ce qui n'était pas le cas dans le film. Sinon, en dehors de ça, la grosse différence évidente, c'est que dans la réalité, il n'y a peut-être rien de paranormal qui a tué Alan Bono. Mais pour en être sûr ou non, eh bien il faut savoir si vous faites confiance aux Warren ou non. Encore et encore une fois. Cela dit, mine de rien, avec l'histoire du meurtre et du procès, eh bien je réalise que Conjuring 3 est peut-être plus proche de la réalité que le 1 et le 2. D'ailleurs, ça me surprend un peu. Bon, après, pour résumer, je dirais quand même qu'au moins la moitié du film est une invention. Et oui, voilà, j'ai enfin parlé de tous les films Conjuring qui sont sortis au cinéma. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, donc en mai 2023. Donc ça c'est fait. Mais j'ai découvert que d'autres films sont en préparation, comme La Nonne 2 ou Conjuring 4. Mais problème, je n'ai rien trouvé d'un minimum précis sur leur histoire. Donc je ne peux pas prédire grand-chose. Cela dit, pour La Nonne 2, j'imagine que ça ne sera basé sur aucun fait réel. Et pour Conjuring 4, je pense que ça prendra le même cheminement que les 3 précédents. Voilà alors pour donner mon avis final. Et bien là, malheureusement, ça va être très simple, puisque je pense que tout le côté paranormal que l'on voit dans les films a été inventé. Et je dis malheureusement, puisque ne pas croire au paranormal ne me rassure en rien, et en plus, ça me déçoit un peu. Cela dit, j'ai pas tout découvert la supercherie en écrivant cette vidéo, puisque dans le passé, j'avais déjà fait des recherches sur les histoires en lien avec les films Conjuring. Et je me rappelle, à la fin, à chaque fois, je me suis fait la réflexion qu'il devait y avoir beaucoup de mensonges. Donc voilà, la déception est arrivée petit à petit. Après, je ne vous empêche pas de croire au dire des Warren, des Perron ou de je ne sais pas qui. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, lu ou entendu, eh bien, je n'y crois pas. En fait, les seules choses de réel que l'on trouve dans les films, eh bien, ce sont certaines dates exactes, l'existence de certains personnages ou de certains lieux. Et ça, c'est seulement valable pour les 3 films où il y a Conjuring dans le titre. Sinon, pour tout le reste, eh bien, je crois que tout est faux. Voilà. Voilà, bon, je n'ai plus rien à dire dans cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu, puisque j'ai été un peu négatif sur la fin.
et en conseil, avant d'accuser quelqu'un d'être un démon ou une sorcière comme Bathsheba, eh bien assurez-vous au moins que c'est vrai, avant de faire des bêtises.